Bonsoir à tous et bienvenue à votre magazine, la tribune des jeunes sur les ondes de Citis Radio, la 99.3. Mesdames et messieurs, depuis quelques jours, les vidéos et les photos d'une jeune Camerounaise dénudée font le tour de la toile dans notre pays. Ces images sont abondamment commentées sur les réseaux sociaux et chacun y va de son commentaire pour qualifier ces différentes vidéos et images. Cette situation qui n'est pas nouvelle au Cameroun est l'illustration de la situation qui est visible dans notre pays avec certaines jeunes filles, certains jeunes garçons qui passent le temps à publier les images de leur nudité sur la toile dans notre pays. La tribune des jeunes de cet après-midi pose ce débat sur la table en ces termes: publication des images obscènes sur les réseaux sociaux, comment comprendre le phénomène, qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette situation, comment on fait pour s'en sortir et quelles sont les méthodes à appliquer pour essayer de résoudre ce problème. Pour aborder cette thématique, nous avons décidé de convier sur ce plateau cet après-midi 3 femmes dont les casquettes différentes vont nous permettre d'avoir la lumière sur cette actualité qui continue de susciter beaucoup d'interrogations et beaucoup de commentaires dans notre pays. 2 sont déjà avec nous sur ce plateau. Rosine Yemele, bon après-midi à vous. Bon après-midi Jordan Timogon et bon après-midi à tous nos auditeurs. Vous êtes écrivaine, psychologue et thérapeute également. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Thérapeute, je sais pas. Oui, psychologue, c'est vrai que je fais de l'accompagnement, mais d'accord. Vous êtes d'accord avec la présentation qui a été faite? Oui, écrivaine psychologue. On précise que vous êtes l'autrice d'un ouvrage assez connu qui a d'ailleurs été publié dans notre pays, qui traite de l'éducation des enfants. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation, Rosine Yemele. En face de vous cet après-midi, mais pas contre vous, Aurélie Agueba, bon après-midi. Bon après-midi Jordan et bon après-midi à tous nos auditeurs de ce soir. Vous êtes entrepreneur, votre activité principale c'est que vous êtes maquilleuse professionnelle. On vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Bon, en tout cas, le direct Facebook n'est pas possible aujourd'hui à raison de quelques problèmes dus à la connexion de la société de téléphonie mobile, mais les auditeurs ne peuvent pas savoir que vous avez des lunettes qui vous permettent d'être assez resplendissantes ce soir. En tout cas, on vous dit merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez la parole et je vais vous poser cette question qui taraude l'esprit de beaucoup de Camerounais. Les prix des denrées alimentaires continuent d'augmenter au Cameroun, les produits de première nécessité. Vous êtes une femme, certainement vous faites de temps en temps le marché. Comment est-ce que vous vivez cette situation qui est abondamment commentée au Cameroun et qui suscite la colère de beaucoup de ménages dans notre pays? Bon, déjà, c'est très dur en ce moment. Nous constatons qu'il y a une inflation sur tous les produits. Et je me pose la question de savoir comment des familles qui ne parviennent pas à avoir un revenu de 30, 40, 50 000 à la fin du mois font pour survivre. On constate dans les marchés que tout a augmenté, que ce soit des vivres frais, que ce soit de l'huile, que ce soit de la viande, du poisson et tout. Et j'interpelle le gouvernement à trouver une solution par rapport à ça parce que il y a des gens qui ne parviennent pas déjà avec leur petit salaire à manger convenablement, à manger 3 repas ou 2 repas par jour. Et avec cette inflation, nous constatons que ça sera encore plus difficile. Ouais. L'inflation qui est visible au Cameroun, et vous pensez que finalement, comment est-ce qu'on fait? C'est vrai que les autorités évoquent plusieurs arguments pour justifier cette inflation visible dans notre pays. Beaucoup de personnes parlent du conflit qui oppose aujourd'hui l'Ukraine et la Russie, qui sont les principaux pays exportateurs de produits que les Africains consomment abondamment, dont le Cameroun. Selon vous, vous êtes d'ailleurs, on le rappelle, économiste aussi. Oui. Quelles sont éventuellement les mesures qu'on pourra appliquer pour un peu endiguer et limiter cette inflation visible au Cameroun? Ouais, je trouve que le gouvernement pourrait déjà commencer par soutenir au niveau des agriculteurs. Oui, leur porter de l'aide au niveau peut-être des produits, financer les projets agricoles pour que les gens puissent avoir ne serait-ce que des produits de première nécessité pour se nourrir, que ce soit le plantain, le manioc, parce que tout ça est cher au marché. Oui. Puisque les commerçants nous disent que tout ça est cher parce que l'engrais qui vient de la Russie
est aussi extrêmement cher. C'est pour ça qu'ils revendent aussi à des prix élevés. très élevés. Ouais. Donc, j'interpelle le gouvernement à soutenir ces cultivateurs ou agriculteurs-là en finançant les projets agricoles, et je crois que ça pourrait apporter quelque chose. Ce sont les propositions que vous faites, Rosine Yemele, écrivaine, autrice de l'ouvrage Mon enfant, ma vie. Vous m'avez regardé un peu tout à l'heure. J'ai finalement trouvé le nom de votre ouvrage que j'ai d'ailleurs lu avec beaucoup de plaisir. Vous êtes également une femme qui vivait au Cameroun, la vie chère. Est-ce que vous la ressentez, cette situation? C'est évident, c'est automatique. On ne peut ne pas ressentir cela parce que même si je ne descends pas au marché tous les jours, je vis quand même en communauté. Donc, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit autour de moi, que ce soit même mes parents, ma maman, parce que mes parents déjà sont commerçants. Donc, même si moi, je ne vis pas ça déjà, je ne débourse pas pour acheter quelque chose. Ma mère, par exemple, qui est revendeuse, elle me le dit. C'est vraiment compliqué. C'est très, très compliqué. Mais en termes de propositions, je ne vais pas Aurélie trop tirer propose sur l'aide du gouvernement aux agriculteurs. Vous, oui, non seulement il faut l'aide là, mais à côté, je pense que c'est d'abord, moi je vais plutôt attirer l'attention du ministère des Transports s'il peut accélérer au niveau des routes, parce qu'actuellement, on est surpeuplé à Yaoundé. On est surpeuplé à Yaoundé. On parle de plus de 4 millions d'habitants dans la ville de Yaoundé. Ces derniers jours, se déplacer de Biémassi pour Vogbi, j'ai fait 2 heures dans les transports. C'est pas logique. C'est une histoire avec la route libre, c'est peut-être 10-15 minutes. Les embouteillages. Voilà, on est surpeuplé à Yaoundé. Maintenant, si on est surpeuplé, c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut travailler. Maintenant, si on veut travailler, c'est parce qu'on se dit, ok, c'est peut-être à Yaoundé, Douala qu'il y a du travail parce que on a fréquenté, c'est là-bas que c'est organisé, quoi. Moi, je me dis, il faudrait qu'ils arrangent les routes. Parce que même moi qui suis à Yaoundé, c'est vrai, je suis écrivaine. C'est vrai, je suis psychologue. J'ai plein d'autres casquettes à côté. Mais je ne vais pas vous mentir, j'ai bien envie de faire de l'agriculture. Ok. J'ai bien envie de le faire. Je suis déjà en train de me renseigner. Maintenant, le problème, c'est dans la route. Tu vas aller dans une zone comme à l'est, là, on m'a parlé d'une fille, par exemple, où tu vas aller en Koteng ou en Banjo pour faire des champs. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour transporter? C'est ça le problème. Moi, mon problème, c'est que je voudrais d'abord qu'on ouvre les routes. Parce que je ne suis pas la seule jeune qui veut entreprendre au niveau de l'agriculture. J'en parle à des gens, je discute avec des amis. Nous sommes tout un groupe qui voulons le faire. Même si nous ne sommes que 10. Oui. Je sais que nous ne sommes pas les seuls. Il y a des autres qui ont cette envie-là. Parce que pour moi, il n'y a que l'agriculture qui va sauver en ce moment. Par exemple, j'ai vu depuis qu'il y a pas... Ça a commencé avec la flambée du prix du pain. Et on disait que on peut faire le pain à base de manioc. Oui. On peut faire le bon, moi, moi j'ai mangé par exemple ce matin un gâteau fait à base de patates. Il y a plusieurs structures au Cameroun qui font déjà dans mais ce maintenant, produit. pour qu'on le fasse en quantité, patates, manioc, macabo, tout ça, il faudrait qu'il y ait dans ces tubercules-là. Oui. Maintenant, si les tubercules sont en tuile, je fais comment pour avoir ça dans ma boulangerie à Yaoundé ou dans mon usine ici. Même si j'implante dans l'usine là-bas, le transport et tout ça, il faudrait que la route soit bonne. Donc, si je dois attirer l'attention du gouvernement, c'est plus au niveau du ministère des Transports qu'on arrange les routes. Vos deux solutions sont d'ailleurs complémentaires. Voilà, et maintenant que les jeunes qui sont intéressés par l'agriculture, qu'ils le fassent. Et que c'est pas parce que tu as d'autres casquettes que tu vas laisser ça de côté. Beaucoup disent aujourd'hui la terre ne ment pas. Moi, je pense qu'effectivement, la terre ne ment pas. Même si je le fais pour subsistance, ça m'allège déjà un certain nombre de charges par rapport à si je ne le fais pas au fait. Donc, soit le faire pour soi-même, soit le faire pour commercialiser. Mais ce qui est sûr, il faudrait qu'on y mette la main tous. Vous invitez les Camerounais cet après-midi à faire l'agriculture. Aurélie Agueba estime que les autorités doivent aider les entrepreneurs et les agriculteurs à mieux mener leurs activités. Et vous pensez qu'il faut construire les routes afin que les produits qui sont cultivés au champ puissent quitter le champ pour le marché où ils seront commercialisés ou alors transformés sur place. Bon, oui. Commercialisés et transformés. Parce qu'il y a des gens aussi qui veulent transformer. Si on a parlé, par exemple, de la transformation de la farine de manioc en pain, en chips et tout ça, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent le faire. Donc, au-delà de vendre le manioc comme des tubercules, qu'on mange peut-être le coq avec et tout ça, on peut aussi transformer pour faire du pain. Pourquoi on n'ait pu importer, par exemple, la farine de blé et autres? Ces problèmes seront résolus si on appliquait les solutions qu'on vous proposait. En tout cas, merci pour ces quelques propositions. Les autorités qui écoutent cette émission, la Tribune des Jeunes, ont certainement compris ce que vous suggérez pour sortir de ces différentes situations. On vous laisse avec la parole Rosine Yemele. Vous êtes une écrivaine, nous l'avons dit. Vous menez plusieurs activités culturelles
au quotidien, ces activités qui visent à faire la promotion de la culture camerounaise. La dernière actualité au niveau de vos activités, c'est quoi? En quelques mots seulement. La dernière actualité, c'est plus celle de mon association. J'ai une association qui vise à soutenir les jeunes de 0 à 21 ans qui s'appelle ABB, Association Brice Bibou. Nous voulons faire au mois d'août, du 12 au 13, un challenge inter-orphelinat. Dans le challenge inter-orphelinat, il est question d'appeler des orphelinats à s'inscrire, à en avoir leurs jeunes qui ont des talents. On a cité 10 catégories: chant, danse, écriture, lecture, poésie, bref. C'est mélangé entre des activités intellectuelles, ludiques et aussi physiques. Oui. Voilà, donc c'est de se présenter, faire cette compétition-là. C'est pour provoquer une émulation entre les enfants de l'orphelinat pour qu'ils aient à la fin un prix. Voilà, pour pouvoir soutenir l'orphelinat. Donc voilà l'actualité principale qui me concerne sur le plan culturel. Au sein de votre association, vous ne parlez pas du quartier Mozart? Le quartier. Non, on a dit en quelques mots, parce que j'ai tellement de quartiers au quartier Mozart. En quelques mots aussi. Voilà, oui. quelques mots au quartier Mozart. Je suis en train de piloter le quartier Mozart actuellement en tant que directrice de la production. Donc, ce que je fais, c'est d'organiser des événements là-bas. Voilà, donc chaque soir, maintenant, on a des activités là-bas: cinéma, peinture, danse, musique et tout. Et nous sommes en train de préparer pour le 23 un hommage à Essine Dimindia. Voilà. Ok, ce sont là les quelques activités, parce qu'il faut également que les jeunes qui nous écoutent comprennent quel est le profil des différents panélistes que nous convions à cette émission, parce que tout à l'heure, on vous dira pourquoi on vous a posé ces questions lorsqu'on va entrer dans la thématique centrale qui nous rassemble ici cet après-midi. Aurélie Agueba, vous êtes, on l'a dit, maquilleuse professionnelle. Ce n'est pas votre première participation à cette émission. En quelques mots, de façon globale, vos activités, ça va, ça se porte bien, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces activités là? On vous voit maquiller quand même les stars de temps en temps. Je suis Aurélie Agueba, je suis maquilleuse professionnelle depuis 4 ans déjà. Ok. Et je peux dire que depuis 4 ans, j'ai beaucoup évolué, parce que les gens ont plus confiance en moi. Je prouve que je peux, je fais du bon travail, je me suis améliorée au fil des années. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Je parlerai toujours de l'entrepreneuriat. Oui. L'entrepreneuriat n'est déjà pas facile. Vous êtes d'ailleurs invité en tant qu'entrepreneur sur ce plateau. Voilà. Oui. L'entrepreneuriat n'est déjà pas facile, mais il faut garder la foi, il faut travailler pour se faire une place dans ce milieu. Et aussi, notre combat tous les jours, c'est de prouver aux gens que le métier de maquilleur ou bien les métiers de la beauté sont des métiers aussi bien que les autres, aussi honorables que d'autres métiers. Parce que les gens ont tendance à croire que les métiers de la beauté, c'est pour des gens qui n'ont pas qui ont raté leur vie. Qui ont raté leur vie. Autant vous êtes diplômé en sciences économiques à l'université de Yaoundé 2. Oui, c'est important de le préciser quand même. Donc les gens ont toujours tendance à croire que les gens qui font les métiers de la beauté sont les gens qui ont raté leur vie, qui n'ont pas eu la possibilité d'aller à l'école et qui permettent de se rabattre dans ce secteur-là pour pouvoir gagner leur vie. Alors c'est tellement faux. Donc, nous nous battons chaque jour pour valoriser ce métier et prouver aussi que c'est un métier aussi honorable que tant d'autres. Et lorsqu'on vous voit, on comprend que le métier permet de nourrir son homme. Avant d'entrer de plein pied dans la thématique, elle nous a rejoint sur ce plateau. Ange Sarah Deymi, bon après-midi à vous. Bon après-midi, monsieur Jordan Fomekon. Vous êtes conseillère culturelle au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Vous êtes une femme politique. On a commencé avec la vie chère dans le cadre de ce programme. Le PCRN, qui est un parti politique d'opposition au Cameroun. Les prix des denrées alimentaires de grande consommation augmentent au Cameroun de façon quasi quotidienne. Comment vous interprétez cette hausse au PCRN et éventuellement, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous préconisez comme solution pour limiter cette inflation visible au Cameroun? Déjà, c'est plus davantage ce qu'on propose. Vous rapprochez un peu du micro, s'il vous plaît. Étant donné que dans notre parti, nous avons essayé d'effectuer une étude sur la question, mais nous nous sommes rendus compte que l'information, en tout cas de notre côté, était limitée. Ce qu'on a fait, on a essayé de rencontrer les responsables visés au ministère du Commerce. Mais de nos retours, il revient que le ministère du Commerce n'a même pas la liste des marchés, puisque nous l'avons fait dans la localité d'Umfundi déjà. Et puis la liste même des produits de première nécessité, on n'a pas eu l'information. Donc du coup, nous on reste cantonnés à notre proposition qui consiste à relever le secteur agricole
et ensuite agro-industrielle pour pouvoir sortir le Cameroun de cette noyade-là. Puisque vous comprenez avec nous que le Cameroun a une forte capacité en termes de terres arables. C'est plus de 75% de notre territoire. Oui. Et il est sous-exploité en l'état actuel. Donc avec une politique d'incitation, nous pourrons effectivement mieux exploiter cette terre-là afin de produire et de consommer ce que nous produisons. Les propositions du PCRN ne sont pas très éloignées de celles qui ont été formulées sur ce plateau avant votre arrivée. Merci pour ces propositions et merci d'être là. Ange Sarah Deimi, conseiller culturel. Diemi, merci. Okay. Toutes mes excuses, madame. Ange Sarah Diemi, conseiller culturel au PCRN. Mesdames et messieurs, nous vous l'avons dit, la thématique qui nous réunit ici cet après-midi est celle qui consiste à parler de la publication des images obscènes sur les réseaux sociaux. On va essayer de comprendre le phénomène. Et vos 3 casquettes n'ont pas été choisies de façon anodine. Une femme politique, une écrivaine, une entrepreneur. On a quasiment l'ensemble des corps sociaux représentés ici. Rosine Yemele, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui ont beaucoup été publiées, beaucoup été commentées sur les réseaux sociaux. Mais certainement, vous avez eu vent de cette affaire selon laquelle une jeune Camerounaise a décidé d'exhiber sa nudité sur la toile. De prime abord, en tant que femme, en tant que jeune, comment avez-vous accueilli cette actualité-là? Bon, c'est vrai, pour être sincère, j'ai dit je ne me mets... Oui. Première chose, je ne regarde pas les vidéos de la nudité. Je ne sais pas comment est-ce que ça se passe, mais pour l'instant, je n'ai pas encore ça dans mon téléphone. Que ce soit WhatsApp ou quoi, je n'ouvre pas les vidéos de façon automatique. Donc déjà, je n'ai pas vu ça. Vous n'avez pas voulu voir? Je n'ai pas vu, je ne veux même pas voir pour commencer. Ça, c'est la première chose. Je n'aime pas, je trouve pas d'intérêt à regarder de la nudité. Oui. Maintenant, pour l'information, ça, oui, je l'ai eu. J'ai entendu parler parce que j'ai vu des publications. À chaque fois, on parlait d'une jeune fille et autre. Et maintenant, des gens ont screenshoté et partagé le texte qu'elle disait et tout ça, les passages qu'elle a eus et tout. Donc ça, oui, j'ai eu l'information. Maintenant, comment est-ce que je reçois l'information? Vraiment, je comprends juste que nous sommes dans une société où il y a des problèmes. Ça ne va pas changer. Il y a des problèmes, mais tout le monde n'a pas la même capacité de résilience en fait. On n'a pas les mêmes façons de voir, on n'a pas les mêmes façons de penser et on n'a pas les mêmes façons de supporter ou de vivre certaines choses. J'ai du mal à me voir parce que c'est vrai, il faut analyser l'autre, il faut comprendre ce qui se passe, mais il faut aussi parfois aller de son point de vue. J'ai du mal à me voir en train de publier des photos de ma nudité. Déjà, il faudrait d'abord que j'en ai pour commencer. Donc maintenant, même si j'en avais, j'ai du mal à le voir. Bon, donc ce qui fait que de mon côté, c'est plus la casquette de la psychologue qui va être utilisée pour dire c'est quelqu'un qui a des problèmes. Oui. On ne peut pas être psychologiquement stable et poser un acte pareil. Vous pensez qu'elle a des problèmes? En tout cas, vous nous direz pourquoi dans le cadre de ce programme, Rosine Yemele, mais beaucoup de personnes estiment que c'est une fille très normale qui a publié ces vidéos. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas normale. D'ailleurs, j'ai dit qu'elle n'est pas psychologiquement stable. Okay. Maintenant, ne pas être psychologiquement stable, ça veut dire par exemple être frustré. Ça, on ne va pas voir sur ton visage que tu es frustré. Okay. On ne va pas voir sur ton visage que tu es déçu. Tu peux rire, tu peux afficher un sourire, être gay, tout ça. Pourtant, tu es en train de mourir au fond. Les femmes qui meurent de violence conjugale, beaucoup les regardent sur le visage et ne voient pas que cette femme-là souffre chez elle. Même quand tu penses qu'elle souffre, elle te dit qu'elle ne souffre pas. C'est quand elle tombe que tu comprends que c'était grave. Donc, c'est la même chose. C'est pour dire qu'il y a des jeunes qui encaissent des choses, qui font des choix, qui font des choses et qui devant vous paraissent brillants, devant vous paraissent beaux, bien en forme, mais pourtant à l'intérieur, là, dès qu'ils sont seuls, ça ne va pas. Vous allez voir peut-être, regardez même bien, vous êtes peut-être rentré dans sa vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a 2 possibilités. Soit elle reste beaucoup seule, parce qu'elle médite un peu qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour trouver une solution à peut-être à mes difficultés, ou alors elle est plus avec les gens et elle est gaie et tout ça, parce qu'elle évite maintenant d'être seule pour fuir ses problèmes en fait. Donc ce qui est sûr, dans la tête, il y a un truc qui la dérange et il fallait que ça sorte, il fallait qu'elle fasse quelque chose et c'est peut-être le chemin qu'elle a trouvé. En tout cas, c'est une jeune fille qui vit au quartier Sam, ici à Yaoundé. Sa mère est une vendeuse de beignets. Dans ce quartier, depuis des années, nous a-t-on dit, on a pu avoir quelques informations sur la jeune fille en question, mais on ne va pas faire toute une émission sur elle. Aurélie Agueba, il s'agit de prendre le prétexte pour poser le problème de façon globale, parce que c'est une situation visible dans notre société. Aujourd'hui, vous êtes une jeune femme qui certainement parcourait les réseaux sociaux, soit pour faire la promotion de vos activités, ou alors trouver un certain nombre de clients sur les activités
que vous menez. Vous avez eu vent de cette information. Comment l'avez-vous accueilli en tant qu'entrepreneur, en tant que femme qui se bat au quotidien pour mettre quelque chose sous la dent? Déjà, il y a de cela plusieurs jours, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux, mais oui. Je n'avais pas encore reçu la vidéo jusqu'à hier. Voilà, c'est hier que j'ai regardé les vidéos. Vous avez reçu la vidéo. Et je vous jure qu'aucun parent n'aimerait voir son enfant dans cette posture. Ok. Oui, parce qu'elle n'est peut-être pas ma soeur, je ne la connais pas, mais ça me fait mal. Je ne vais pas la juger, parce que, comme Rosine l'a dit, elle peut avoir un problème. Elle peut ne pas être, comment dirais-je, elle peut avoir beaucoup de problèmes qui la poussent à faire ça. Soit il y a une mauvaise influence sur elle et les gens qui l'encouragent à le faire. Ou bien les gens qui lui ont dit que en faisant cela, tu peux attirer beaucoup d'attention, être star, parce que son but déjà c'est de devenir star. Et certainement, il y a des gens qui lui ont mis cette idée dans la tête. Peut-être elle a vu les gens le faire, ou bien elle a vu peut-être sur les réseaux sociaux comment les gens ont évolué, parce que nous allons... D'ailleurs, au niveau des causes de ce phénomène, c'est vrai que c'est la deuxième question que je voulais vous poser, mais il faut qu'on reste au niveau de la première, oui. L'accueil. Oui, vous ne voulez pas la juger? Oui, je ne peux pas la juger parce que je ne connais pas le fond, je ne connais pas son histoire, je ne connais pas son vécu. On dit souvent, il faut porter la chaussure de quelqu'un, ressentir comment ça fait mal pour pouvoir parler, il faut se mettre à la place. Okay. Tomber où la personne est tombée, souffrir où la personne a souffert pour pouvoir dire quelque chose. Je ne peux pas la juger parce que je ne connais pas son vécu. Des gens parfois posent des actes pour une raison ou une autre. Oui. Et il y a certaines personnes qui ont vraiment un moral assez fort pour pouvoir supporter certaines choses et d'autres qui ne supportent pas et préfèrent se lancer dans la facilité, trouver une voie plus facile pour se faire de l'argent. Et les raisons comme celles qui viennent d'être évoquées, en tout cas par Roselyne Liémélé, on fera le point au niveau des causes qui peuvent amener une jeune fille à faire des choses pareilles, à poser ce type d'acte. Ange Sarah Diémy, vous êtes une jeune, vous êtes d'ailleurs, on le précise, diplômée en sciences politiques, vous êtes une femme politique. Au niveau de votre parti politique, comment on interprète des situations pareilles? Les images obscènes qui sont de plus en plus publiées sur la toile dans notre pays. De prime abord, c'est toujours un choc de regarder ou d'assister à ce genre de scène. Moi, personnellement, je suis effectivement tombée sur ces images et ces vidéos avant-hier sur Twitter. Parce que j'ai entendu parler du buzz, mais je ne voyais pas, je ne comprenais même pas de quoi il était question. Et apparemment, Facebook a censuré toutes ces photos-là. Donc, c'est sur Twitter qui n'a pas cette politique de censure-là que je suis effectivement tombée là-dessus. C'est regrettable. C'est regrettable pour tout le monde. J'imagine pour sa famille et même pour le reste de la société. Maintenant, quand on parle de cette situation, vous l'avez relevé, ce n'est pas essentiellement pour la blâmer ou pour étudier son cas. Il faut comprendre, oui. Il faut comprendre. On cherche à comprendre ce qui se passe, oui. Exactement, comprendre et surtout éviter que cela advienne dans un avenir. Dans l'avenir. On ne sortira pas les solutions vers la fin de l'émission. Exactement, donc une fois que ça arrive, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Et qui doit se poser les questions, c'est l'ensemble de la société. Okay. Parce que il faut le dire, on assiste là à une crise de l'identité. En réalité, c'est ça le problème. Une crise de l'identité qui se manifeste par une autre crise, qui est celle de qui sont nos modèles, qui sont nos référents. Depuis un certain moment, on va se rendre compte que ce sont les anti-valeurs, ce sont les anti-modèles qui sont mis en avant, qui sont mis sous le feu des projecteurs. Alors que des modèles, des valeurs, nous en avons, que ce soit dans nos traditions d'abord, que ce soit dans nos religions, même si elles viennent d'ailleurs, nous avons un tas de valeurs, mais qu'on n'arrive pas à mettre en avant, mais on est toujours campé à mettre en lumière ce qui n'est pas bon. Donc voilà déjà le problème, puisque on va voir, ce sont effectivement les jeunes et surtout les jeunes filles qui payent toujours le plus. Mais quels sont nos modèles? Vers qui on se tourne pour regarder? Comment est-ce qu'on va vivre une vie épanouie, sans vice, lorsque par exemple
lors d'une compétition de football. Comme la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, qu'on accueille chez nous, on fait venir des personnes pour ce type d'influenceuse, parce qu'il faut dire que le mot influenceuse, qui à la base n'est pas péjoratif, l'est devenu dans notre contexte camerounais. Mais une fois que le gouvernement lui-même prend sur lui et invite des personnes pour faire ce travail-là, des parents, des mamans, comment est-ce que nous, les jeunes, on va regarder et on va se mettre dans une posture de dignité ou qui nous valorise? Ça a été un choc pour vous et vous accusez le gouvernement d'avoir, pendant la CAN, appelé certaines femmes pour faire la promotion de cette compétition qui, selon vous, ne sont pas du tout des modèles. Et c'est sur la base de ces personnes-là que beaucoup de jeunes filles tentent de s'identifier aujourd'hui. Exactement. Et vous estimez que c'est ça l'origine du problème? C'est l'une des sources. L'une des sources du problème. Rosine Liemele, on reviendra dans les solutions. J'aurais tout à fait, vers la fin de l'émission. Oui, évidemment. L'opportunité de développer pour dire qu'en fait, c'est multisectoriel. Mais c'est l'une des sources là-bas. Et vous accusez le gouvernement. Effectivement. Rosine Liemele, êtes-vous d'accord avec Ange Sarah Diemi et quelles sont, selon vous, les raisons qui peuvent pousser une jeune fille à publier volontairement ces images pareilles sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai deux questions. Je vais prendre la première. Est-ce que je suis d'accord? Avec ce que Ange Sarah Plus ou moins. Mais pour moi, c'est une cause qui est négociable parce que si mon enfant est influencé par quelqu'un d'autre, ça veut dire que j'ai raté. Ok. Ça veut dire que cet enfant et moi, il n'y a pas de lien. Vous voyez qu'on revient encore sur mathématiques. Oui, et dans votre livre, Mon enfant, ma vie. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce livre-là et que j'aime toujours en parler. Quand tu as un certain lien avec ton enfant, il y a des choses que l'enfant ne peut pas faire. Sa maman est dans la pauvreté. La plupart, c'est vrai qu'il y a des enfants de riches qui le font, mais prenons quand même, restons dans le cadre qui nous concerne, c'est des enfants de pauvres qui le font en général. Mais ta maman est dans la pauvreté. Pourquoi est-ce que ta maman n'a pas fait ça avant toi? Pourquoi est-ce que ta maman n'a pas fait ça avant toi? Parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux à son époque. Donc maintenant, comme il y a les réseaux sociaux, tu ne peux pas rester sur le modèle de ta maman pour évoluer. Est-ce que le modèle de ta maman te tue? Est-ce que tu vois ta maman en train de mourir parce qu'elle ne le fait pas? Le problème, c'est plutôt qu'il y a déjà ce lien entre les parents et les enfants qui sont coupés. Maintenant, comme le lien est coupé, il y a la crise de valeur. On ne comprend plus qu'aujourd'hui, on peut vivre avec peu. Le problème, c'est qu'on veut tous vivre selon un luxe qu'on ne comprend pas. Maintenant, est-ce qu'on se rassure même que ceux qui vivent dans ce luxe-là sont en paix? Moi, c'est le problème que j'ai. J'aime souvent à dire, même dans mes activités, vous allez vous rendre compte que dans tout ce que je fais, si vous fouillez un peu ma vie, je ne fais pas des trucs pour être riche, moi. Je m'en fous de ça. J'ai juste besoin de quoi manger, où dormir. Si moi, où est-ce que je dors, ici, où est-ce que je mange, vraiment, je ne vais pas vous mentir, pour c'est suffisant. Parce que c'est d'abord la santé. Si je suis en santé, je mange, ça suffit. Mais vous allez voir que pour beaucoup aujourd'hui, on veut manger, mais manger précisément telle chose. On veut dormir, mais dormir, je ne sais pas moi, dans l'hôtel le plus cher. On veut porter les habits comme celui-ci. C'est des combats inutiles. Est-ce qu'après avoir porté la vie d'1 million, je ne vais pas mourir? C'est d'abord ça le problème, c'est que les yeux sont maintenant tellement longs, les envies et les désirs sont tellement poussés qu'on ne comprend pas qu'on peut vivre avec le minimum. Comprenons d'abord qu'on peut vivre avec le minimum. Maintenant, en vivant avec ce... Parce que quand tu as le minimum et que tu es stable, tu peux facilement acquérir après. Mais on est déjà dans une base où on veut dans la survie, mais on veut quitter de la survie à directement le luxe. Comment est-ce que tu ne vas pas faire de bêtises? Commence d'abord par être stable. Survie, oui. On ne veut pas quitter la survie pour la vie, mais directement pour le luxe. Mais selon vous, qu'est-ce qui est donc à l'origine de ce que les gens appellent trivialement les longs yeux? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Bon, je ne vais pas accuser les réseaux sociaux, mais je vais dire la mondialisation en général parce qu'on a maintenant l'information de la vie de l'autre. Quand avant, c'était que je connais comment je vis, ma voisine à côté, c'était suffisant. Bon, maintenant qu'on sait que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui vit avec 5 millions par jour, on se dit, on va aussi vivre comme... Mais ce sont les réseaux sociaux. Mais maintenant, voyons donc, est-ce que nous sommes dans les mêmes conditions que celui qui a 5 millions par jour? Notre pays n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes conditions de vie. On a des ressources mais qui ne sont pas bien exploitées. L'organisation, le système a un problème. Mais maintenant, si ton système là où tu es a un problème, alors, on cherche pas à avoir 5 millions. Si tu vas avoir 5 millions, quand l'autre va peut-être là où il est, peut-être là-bas, tu peux avoir 5 millions. Ou bien trouve la solution pour avoir tes 5 millions ici sur place. Parce que même chez nous aussi, tu peux avoir tes 5 millions par jour sur place. Mais le problème, c'est la stratégie. Mais vous allez même vous rendre compte que beaucoup de jeunes ne veulent même pas d'abord travailler pour avoir peut-être 50 000, 100 000. On veut directement 5 millions. Quel que soit le niveau intellectuel qu'on a, on veut directement gros. Je refuse pas qu'on veut suivre. Pour suivre, il faut avoir de l'argent.
Mais je pense aussi que plus on pousse à vouloir beaucoup, plus on se tue même encore. Parce que vous allez voir que celui qui touche, par exemple, qui est au Cameroun, par exemple, qui travaille dans une entreprise et qui a peut-être un salaire d'1 million, tout ça, je parle dans le privé, moi les fonctionnaires, ça ne m'intéresse pas. Je prends quelqu'un qui travaille dignement pour avoir peut-être 5 millions. Vous allez vous rendre compte que cette personne travaille mais peut-être 32 heures sur 24. Il ne dort pas. Il n'a pas le temps de ça. Il n'a pas le temps de s'amuser. C'est pour dire qu'il n'a pas de vie. Quand je dis qu'il travaille 32 heures sur 24, c'est pour dire qu'il n'a pas de vie. Mais là, on ne voit pas le travail qu'il fait pour avoir de l'argent. Voilà. On voit seulement comment il est en train de consommer. Vous allez voir quelqu'un qui... Voilà, vous le voyez quand il est en train de consommer déjà. Maintenant, à votre tour, vous voulez seulement aussi consommer. Voilà le premier problème. Donc, moi, je ne regarde pas trop la vie des influenceuses ou pas influenceuses. Je me dis, le problème, c'est la crise des valeurs. On ne veut pas vivre avec le minimum. On ne veut pas commencer bas. Et là-bas, selon vous, c'est l'éducation. Bien sûr que c'est l'éducation. Tout à l'heure, vous nous direz comment est-ce qu'on fait pour sortir de la situation. Parce que l'éducation peut être ratée à la base, mais quand même, on trouve des solutions pour en sortir. Parce que finalement, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans cette situation et on ne va pas dire que c'est terminé pour eux. Il y a quand même des voies. C'est moyen pour sortir de la situation. Bien sûr, oui, on reviendra dessus, Rosine Yemele. Aurélie Agueba, la question c'est... Au-delà de la recherche de l'argent ou alors du fait que certaines jeunes filles veulent ressembler à ce que Ange Sarah Diemi a appelé influenceuse, il y a également des jeunes filles normales qui, dans des relations, je vais dire, amoureuses normales, envoient les vidéos et les photos de leur nudité à leurs compagnons. Et après, ces photos et vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre une jeune fille qui, pour des raisons qu'elle seule sait, décide d'envoyer ses photos et vidéos à la personne avec qui elle partage sa vie? Tout ça, c'est une question de principe. Quand on a des principes dans la vie, c'est tellement bien. Aujourd'hui, on constate que beaucoup de jeunes filles n'ont plus ces principes-là. Beaucoup de jeunes filles ne marchent plus selon l'éducation qu'elles ont reçue de leurs parents. Parce qu'elles veulent imiter telle ou telle personne, ou bien parce qu'elles veulent imiter ce qu'elles voient sur les réseaux sociaux. Une femme doit avoir des principes, un homme doit avoir des principes. Si votre conjoint vous demande des photos de votre nudité, ce n'est pas normal. Beaucoup cèdent parce qu'elles se disent que ça va raviver la flamme, ou bien elles se disent que c'est en faisant ça que ça va retenir son homme. Mais c'est faux. Au contraire, un homme qui t'aime ne pourra jamais te demander ce genre de choses. Jamais. Donc, des filles qui le font, qui se versent dans cette pratique-là, elles se retrouvent plus tard en train de pleurer parce que les mêmes gars que vous croyez vous aimer prennent ces photos-là pour les publier sur les réseaux sociaux. On a quand même eu quelques témoignages, Aurélie Agueba, pour vous relancer avant qu'on évolue dans ce débat. Des jeunes filles qui disent parfois leurs vidéos se sont retrouvées sur la toile de façon involontaire. Leurs vidéos se sont retrouvées sur la toile de façon involontaire. Des choses sont arrivées et elles étaient en couple avec un homme. Il a voyagé. Il est allé à l'étranger ou alors il est parti dans une autre ville. Arrivé, la distance a fait que voilà, le monsieur était tellement dépassé. Il voulait absolument que sa femme lui fasse un certain nombre de choses. Et il dit à la femme, pour me prouver que tu m'aimes, envoie-moi telle photo, envoie-moi telle vidéo. La femme, pour ne pas entrer en guerre, en conflit avec son conjoint, décide de céder. Elle envoie ses vidéos. Et par la suite, lorsque la relation s'achève, les vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Ou alors, l'homme utilise ces vidéos pour faire le chantage à cette femme-là. Je le dis parce qu'il faut qu'on pose le débat de façon claire et précise. Certainement, vous connaissez des femmes qui ont été dans cette situation-là. À ce niveau, comment une femme devrait se comporter? S'il te plaît, je veux aussi ajouter un cas toujours pour répondre à sa question. Parce que j'ai aussi eu des gens qui ont dit on fait ces vidéos parce que quand il n'est pas là, on regarde maintenant pour être plus à l'aise. Pour être, voilà. Donc il y a des gens, il y a des filles qui le font, qui enregistrent ces scènes-là volontairement parce que se disent c'est pour le jour où le gars n'est pas là. Donc il y a aussi cette possibilité. Oui, c'est très important l'élément que vous venez d'évoquer. La question maintenant c'est est-ce que vous comprenez les personnes qui arrivent à avoir ce type d'action qui sont malheureusement légion dans notre société aujourd'hui? Je vais déjà dire que je ne suis pas d'accord pour ce genre de pratique. Oui. Même si votre conjoint est loin de vous, ça ne lui donne pas le droit de vous demander certaines vidéos. Déjà, vous lui appartenez. Votre corps, il l'a vu plusieurs fois. Mais pourquoi vous demandez de lui envoyer ce genre de vidéos? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Sûrement se masturber, mais la masturbation est interdite. Et c'est pas bon.
Donc, je ne suis pas d'accord avec ce genre de pratique. Comme je l'ai dit et je le réitère, une femme devrait avoir ses principes. Si un homme vous aime, il va vous aimer comme ça. Vous n'avez pas besoin de lui envoyer des vidéos de votre nudité pour qu'il soit fou amoureux de vous ou bien pour raviver la flamme. Ça, c'est du mensonge. Donc, je trouve même que c'est une sorte de manipulation. La preuve en est que cette vidéo que ces filles envoient chaque jour, ça se retrouve toujours sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, quand vous avez un petit problème, il prend ça pour vous faire le chantage. Ça veut dire que cet homme ne vous a jamais aimé. Un homme qui vous aime ne vous demandera jamais les photos de votre nudité. Aurélie Agueba, vous êtes entrepreneur. Ange Sarah Diemi, vous venez d'écouter quelques anecdotes quand même, parce que ce sont des situations qu'on vit dans notre société. Il suffit d'écouter les témoignages de certaines jeunes filles. Vous allez comprendre que c'est un phénomène qui perdure. Au PCRN, parce qu'on vous invite ici en tant que femme politique, conseillère culturelle au sein de cette formation politique. Selon vous, au-delà des influenceuses que vous avez évoquées tout à l'heure, qu'est-ce qui est également à l'origine de cette situation qui semble perdurer dans notre société quand même? Pourquoi le mal continue de perdurer et pourquoi cela ne semble pas beaucoup intéresser les autorités et rien n'est fait pour un peu endiguer la situation? Je pense que c'est un problème d'abandon de la jeunesse et de la jeune fille en particulier. En fait, nous sommes malheureusement dans une situation où il faut se mouvoir et il faut se déployer toute seule ou tout seul. C'est ce qui engendre parfois des écarts ou des égarements, puisqu'on n'a pas de repères, on n'a pas de soutien, on se jette à l'eau et puis, bon, la sélection naturelle fera ce qu'elle fera ses choix. Maintenant, vous avez parlé de culture et je suis conseillère aux affaires culturelles. Quand on rentre dans nos cultures même, est-ce que vous avez... Nous sommes ici, je suppose qu'il y a au moins 2 cultures différentes du point de vue de nos traditions. Est-ce que dans nos cultures, nous célébrons ou alors nous tolérons le partage, la diffusion de la nudité? Ici, je parle de diffusion pour dire, pour le mettre dans le contexte de la sexualité. Par contre, parce que à la base, effectivement, nous sommes des sociétés nudistes. Mais vous allez voir que la nudité n'est pas sexualisée. C'est quelque chose de normal. Vous voyez, dans les sociétés pygmées, par exemple, les gens sont nus, mais vous n'allez pas entendre qu'il y a de prostitution, par exemple, qu'il y a de voyeurisme et toutes ces choses. Pourtant, ce sont des gens qui vivent nus. Donc, là, je mets on a quand même dépassé ce câble-là aussi. Nous, on parle principalement des images obscènes qui sont publiées sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec vous. Je fais juste ce bon pour qu'on comprenne mieux la situation. Maintenant, comme nous avons dépassé, comme vous dites, nous avons mal dépassé en fait. Pour dépasser, ça ne veut pas dire renier et puis copier, prendre ce qui est mal. Non, ça veut dire que si on dépasse, on va au-delà, on évolue. L'évolution, elle est positive, elle n'est pas négative. Ça veut dire que une fois que vous êtes une jeune femme ou une jeune fille et que vous avez je reviens sur les principes tels que l'a rappelé Aurélie. En fait, les principes ne sont principes que dans ce genre de situation. Si vous avez des principes et que personne ne vous demande d'envoyer des nudes, personne ne vous demande de publier des vidéos. Ce sont pas c'est à ces moments précis qu'on se rend compte que vous avez des principes. C'est à ça que servent les principes. Donc, en fait, il faut avoir un certain nombre de principes et de valeurs. Et ces principes et valeurs-là proviennent de plusieurs milieux. D'abord, la famille. Donc, l'éducation dans la cellule de base de la société. Ensuite, nous avons les autorités culturelles et traditionnelles. Ensuite, nous avons les autorités religieuses. Ensuite, nous avons le gouvernement, l'État. Toutes ces composantes de notre système politique et social, économique et tout ce que vous voulez, tous ces acteurs-là doivent prendre ces réalités, ces problèmes à cœur. Mais tous ces acteurs sont présents au Cameroun, les familles sont bien là, les hommes politiques, les églises, l'État, le gouvernement, ils sont bien là. Mais comment est-ce que cette situation perdure alors que tous ces acteurs que vous évoquez sont bel et bien présents? C'est tout simplement parce qu'ils sont là sans être là. Aujourd'hui, on va encenser la personne qui a les moyens matériels au détriment de celle qui a un intellect, par exemple. On va encenser la personne qui a construit 10 villas
au détriment de la personne qui entreprend au quotidien, qui est créative, qui innove de par des idées, de par le changement social pour impacter de manière positive la communauté. En fait, quand je parle d'anti-valeur, c'est ça. On prend ce qui est valeur, ce qui est un principe, on se moque même. Mais on va prendre ce qui est anti-valeur, anti-référence, c'est ça qu'on présente, c'est ça qu'on adule. Oui. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, si une femme vous dit que elle veut rester vierge jusqu'au mariage, on va se moquer d'elle. Au contraire, lorsqu'une femme dit que elle a plusieurs partenaires et que ça ne la gêne pas tant que ça, on l'applaudit. Pour revenir sur le cas de la jeune fille qui fait polémique aujourd'hui, elle a créé une page Twitter. Quand je dis que je suis tombée sur ces vidéos sur Twitter, c'est sur sa page? Oui, elle a créé Vous êtes partie sur sa page? Oui, c'est en fait sur Twitter, l'algorithme est tel que quand les gens commentent, avec les hashtags, une page, ça vient dans le fil d'actualité. Quand quelque chose est célèbre, quoi, vous tombez dessus. Célèbre dans notre contexte, de façon sociétale. Célèbre dans le réseau social, quoi. Dans le réseau. Quand quelqu'un a beaucoup... Quand des gens en tout cas, j'ai compris, oui, allez-y. Exactement, l'algorithme met ça dans les fils d'actualité. En un jour, elle a déjà plus de 100 abonnés. Et moi, je vais vous prendre mon cas particulièrement. Moi, je suis sur Twitter depuis 2016. Je suis à peine 600 abonnés. Mais quelqu'un qui vient d'arriver en a déjà 100. Elle a même publié une photo aujourd'hui où elle est quasiment nue avec des fleurs sur la poitrine. J'ai vu ça tout à l'heure avant d'entrer même ici. Par exemple. Oui. Et les gens vont aller liker, ils vont aller commenter, ils vont partager. Et ça se retrouve dans la société, c'est partout. A contrario, quand vous avez une jeune femme qui entreprend, comme vous avez Aurélie, vous avez une jeune femme qui écrit... Oui, qui parle d'un livre, oui. Voilà. Quand Roselyne Yemele fait une publication de ses livres sur les réseaux sociaux, l'engouement comparé à l'engouement des vidéos dont vous parliez tout à l'heure n'est pas le même en tout cas. Et on a l'impression que c'est un problème banal parce que chaque fois que la question est posée, on se dit « Oh, mais arrêtez de parler de ces histoires dessous, en dessous de la ceinture. Oui. » Mais c'est un problème crucial. Et c'est la raison pour laquelle on met le débat sur la table. Parce que lorsque la jeunesse est en danger, c'est la société qui se meurt. Si vous n'avez plus de jeunes, comment est-ce que la société va survivre? Comment est-ce qu'elle va se régénérer? Oui. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants demain? Comment est-ce que nous allons vivre demain? Donc c'est un problème crucial. Et c'est pour ça que je mets toujours la responsabilité du gouvernement en avant. Vous ne pouvez pas être dans un état où il y a cette décrépitude de la société et vous regardez faire. Non, ce n'est pas possible. Il faut mettre tous les moyens en jeu, tous les acteurs dont je parlais, la famille, les religieux, les traditionnels, tout le monde doit mettre la main à la pâte pour relever, pour rattraper cette société. Parce que si on ne le fait pas, je suis désolée, mais ce genre de scènes se produiront encore et encore. Oui, surtout que... Rappelons déjà que cette fille a commencé ces vidéos ont commencé à sortir depuis la CAN. La Coupe d'Afrique des Nations. Oui, depuis la CAN et jusqu'ici, rien n'est fait. Voilà. Personne ne l'a interpellée. Vous voyez que c'est régulier. Parce qu'il faut se rapprocher d'elle pour savoir ce qui la dérange, en fait. Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Encore qu'elle est passible de poursuite pénale pour atteinte à la pudeur. Exactement, le procureur général peut très bien se saisir de cette situation. Mais aucun procureur général ne s'est encore saisi de cette affaire. Oui, André Sarah Deymi, vous estimez que le mal doit être résolu à la base, sinon on s'achemine vers le pire. Oui. Roselyne, ce n'est que le début. Yemele, oui, on va prendre les quelques solutions, les préconisations dans quelques instants seulement, mais est-ce que finalement, au-delà de tous les éléments qui ont été évoqués, les jeunes eux-mêmes qui sont dans cette situation ne sont pas eux-mêmes les propres responsables de ce qui leur arrive quand même? Parce que Ange Sarah Deymi dit oui, il n'y a pas de modèle, mais la question fondamentale c'est lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, la plupart des jeunes Camerounais sont sur ces réseaux sociaux et que vous avez la possibilité de lire une publication qui parle de livres, de littérature, d'entrepreneuriat et de lire une publication qui parle de sexualité et tout. Mais c'est vous qui faites votre propre choix. Effectivement. Est-ce qu'on va à chaque fois accuser les autres alors que le jeune lui-même est responsable de ce qui lui arrive? Voilà, je n'ai pas accusé les autres. C'est vrai, le système mis en place n'est pas un avantage parce que, comme on a dit, si elle a commencé depuis la CAN, elle devrait déjà être interpellée ou bloquée ou je ne sais pas quoi. Mais c'est son choix. D'ailleurs, je crois que j'ai vu sur une publication, elle a écrit « Je fais mon choix, je fais mes choses et je vous parle vraiment, moi je ris ».
C'est un choix. Mais maintenant, le problème, c'est comprenons la motivation qui est derrière ce choix. Oui. Ça ne peut pas être une motivation, ça ne peut pas jaillir d'un bien-être. Forcément, il y a un mal-être. Soit c'est peut-être entre elle et ses compagnons avant qu'elle a décidé de noyer tout le monde. Soit maintenant, c'est elle qui a des chocs en fait. Donc, c'est soit peut-être le gars est énervé, elle a décidé que ok, je balance vos affaires là d'ailleurs, peut-être vous prenez pour un jouet ou des choses comme ça. Ou alors, c'est parce que déjà, il y a des femmes qui ont même plusieurs hommes à la fois, mais vous n'allez jamais le savoir. Oui. Maintenant, si elle a décidé que parce qu'elle connaît déjà plusieurs hommes, elle fait ça, elle balance, certainement, c'est que il y a une possibilité qu'il y ait déjà des crises avec ses partenaires-là. Ça, c'est la première possibilité. Maintenant, la possibilité qui peut être la sienne, c'est qu'elle peut décider, comme elle a dit, de vouloir se venger. Parce qu'elle dit bien, je fais et vous parlez et je ris. Ça veut dire qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire. Mais maintenant, cherchons à comprendre pourquoi est-ce qu'elle le fait. Est-ce que c'est pour blesser ces gens qui sont là et qui l'ont blessé? Est-ce que c'est pour attirer l'attention? Est-ce que c'est pour... Mais ce qui est sûr, il y a un mal-être derrière. Vous qui avez écrit et un je ouvrage rajoute sur... que oui. son désir, c'est d'être une actrice des films X. Ah bon? Oui, et c'est ce qu'elle a dit, que son désir, c'est être une actrice des films X. Donc, elle veut faire de ça sa profession, en fait. Une jeune Camerounaise qui décide de publier ses vidéos sur la toile pour devenir actrice des films pornographiques. Elle le dit ouvertement. Parce qu'elle a dit ouvertement, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'elle est en train de construire une carrière. Une carrière, oui. Ça veut dire qu'on n'a même pas de débat à faire. S'il y a cette information, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. Elle est en train de construire une carrière. C'est chez nous que c'est banal, comment dire, les actrices de films porno. Chez nous, c'est compliqué. Mais ailleurs, c'est banal, quoi. C'est un métier comme tous les autres. Oui, les gens se font Vous voyez un peu. d'argent. Donc, en ce moment, si elle quitte le contexte camerounais, ça peut se comprendre. Mais là, le problème, c'est que c'est ici. Ça veut dire, comme elle ne sait pas, voilà, comme ici, ce n'est pas accepté. Il n'y a pas une voie d'encadrement pour ce métier-là. Ça veut dire qu'elle est en train de se construire une carrière. Bon, elle a balancé ça. Que voyez, moi, je veux le faire. En tout cas, les conseils aux jeunes filles sont souvent donnés par les aînés que nous rencontrons de temps en temps sur le terrain dans le cadre de ce programme. On a déjà eu à l'écouter, on va encore l'écouter dans cette émission. L'autrice Calixte Béala qui s'adresse aux jeunes. Je vous propose d'écouter cet extrait de Calixte Béala. Je ne suis pas partisane de l'immigration. D'ailleurs, mes frères n'ont pas immigré alors que j'ai les moyens de les faire immigrer. Personne n'est parti. Tout le monde est resté travailler sur place parce que l'avenir est ici, ce n'est pas ailleurs. Et ce qu'il conviendrait de faire, au lieu de vendre nos produits de manière brute, il conviendrait que cette jeunesse pense à industrialiser le pays, qu'on l'aide parce qu'il ne pourra pas se faire. C'est quelque chose que j'ai remarqué au Cameroun, c'est que l'État ne semble pas avoir compris le sens de ce qu'on appelle subvention. L'État doit prévoir des subventions et accompagner cette jeunesse à créer des industries. Personne ne peut créer une industrie seule. Quand vous voyez par exemple les grandes sociétés qui ont en Occident industriel, ce n'est pas des sociétés que ce sont les familles qui ont au départ développées. Elles ont été développées avec l'aide de l'État. Un seul être humain ne peut pas générer suffisamment d'argent à lui tout seul pour industrialiser une nation. L'État doit prendre sa part et accompagner les beaux projets d'industrialisation du pays. Par exemple, qu'on ne passe pas notre temps à vendre du cacao brut pour acheter du chocolat au pays, mais qu'on ait des usines de fabrication de chocolat, qu'on ait des usines de transformation du bois, et même de tailleurs de diamants, puisqu'on a tout sur place. Je vais dire que c'est tout ça qui crée l'emploi. C'est l'industrialisation qui crée l'emploi. Ce n'est pas forcément seulement... Parce que là, on est comme une société de service. On passe du village, c'est-à-dire de l'agriculture, à la vente de la téléphonie, quoi. Et ça, c'est pas possible. Il faudrait que je ne suis pas partisane de l'immigration. L'autrice Calixte Béala au micro de Cities Radio. Il nous manque quelques minutes pour sortir de cette émission. On a parlé de la publication des images obscènes sur les réseaux sociaux. On a essayé de comprendre le phénomène. Les arguments ont été évoqués. La situation est assez grave au Cameroun et le mal semble se banaliser dans notre pays. Aurélie Agueba, vous êtes entrepreneur. Vous êtes maquilleuse professionnelle. Lorsque vous observez la scène et que vous regardez cette situation visible chez nous aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut limiter ces publications des images obscènes sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on sorte de cette situation qui tente à se banaliser chez nous? Voilà, nous devons déjà interpeller le gouvernement par rapport à cette situation.
Parce que je trouve qu'ils sont un peu laxistes par rapport à ces choses qui sont devenues cruciales sur les réseaux sociaux. Je trouve aussi qu'il faut un encadrement au niveau des réseaux sociaux, en fait. Parce qu'on ne devait pas laisser les enfants d'un certain âge regarder certaines choses. Il faut un encadrement au niveau des réseaux sociaux. Et le problème vient aussi des parents. Parce que les parents aujourd'hui commencent à mettre l'enfant devant un écran peut-être à l'âge d'1 an, de 2 ans, et on ne contrôle pas ce que l'enfant regarde. Ils se disent que c'est un moyen de se débarrasser de l'enfant pour que l'enfant s'occupe et que peut-être le parent s'occupe à autre chose, le parent soit libre. Alors que c'est très mauvais pour l'enfant et pour l'éducation même de l'enfant. L'enfant se permet d'aller sur les réseaux sociaux alors qu'il n'est même pas majeur, regarder ce qu'il ne faut pas, des choses qu'il ne faut pas. Même quand l'enfant est déjà dans ces choses-là, toi-même le parent, ce que tu vas donner comme éducation ne va pas servir à grande chose parce que l'enfant s'éduque déjà ailleurs. L'enfant passe plus de temps sur les réseaux sociaux. L'enfant passe plus de temps à écouter et à regarder ce que d'autres personnes lui disent, d'autres personnes qui ont d'autres éducations, d'autres mentalités et tout, au détriment de ce que son parent lui dit. Parce que le parent passe moins de temps avec son enfant, le parent cause moins avec son enfant. Oui, il cherche l'argent, le parent. Voilà, et l'enfant est seul face à son écran, livré seul à tout ce qui se passe. Et au-delà du gouvernement, la solution c'est quoi finalement? La solution, comme j'ai dit, la solution commence d'abord dans les familles. Oui. Les parents doivent, comment dire, éduquer leurs enfants. Dialoguer avec les enfants. Et surveiller ce que les enfants regardent, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux. Et si l'enfant n'est pas majeur, il ne faut même pas lui donner un téléphone Android. Ah bon? Oui, ça c'est clair. Ça commence déjà par là. Et maintenant, le gouvernement aussi doit sanctionner ce genre de choses pour montrer aux jeunes filles que ces choses ne sont pas bien. Oui. Ce sont des choses qui détruisent. Que la jeune fille doit plutôt s'intéresser à l'école, au travail et tout. Et je crois que ça va beaucoup aider. Vous interpellez les parents, ils doivent contrôler ce que les enfants font et vous demandez au gouvernement d'agir, de sanctionner toutes celles qui publient leur nudité sur les réseaux sociaux. Et j'interpelle aussi nos chères influenceuses, nos soi-disant influenceuses en fait, parce que d'autres s'auto-proclament influenceuses. Quand elles sont tout le temps en train de montrer l'argent ou bien montrer leur belle vie sur les réseaux sociaux, il faut qu'elles soient aussi en mesure de prouver comment elles acquièrent cet argent-là. Parce que beaucoup de jeunes filles aujourd'hui se perdent parce qu'elles voient des choses sur les réseaux sociaux. On voit comment une influenceuse, peut-être elle a un petit truc de maquillage ou bien un petit salon de beauté, mais qui se permet de vivre une vie de luxe extrême. La jeune fille, elle va sûrement en tout cas, elle ne connaît pas comment cette influence. Elle ne connaît pas les sources de revenus et elle se livre à diverses activités sans savoir. Rappelons qu'il y a d'autres jeunes filles qui savent aller sur les réseaux sociaux et tirer ce qui est bien. Oui. Mais d'autres prennent tout, en fait. D'autres ne savent pas distinguer le bien. Et qu'est-ce que vous dites à ces jeunes filles qui ne savent pas distinguer le bien et le mal? De toujours bien regarder avant de copier, en fait. De toujours bien regarder. Et qu'elles demandent aussi conseil aux gens qui sont habilités à leur prodiguer de bons conseils. Qu'elles demandent conseil aux grandes sœurs au lieu d'aller exposer leurs problèmes sur les réseaux sociaux pour se faire conseiller par des personnes qui sortent de ex nihilo. Voilà. On le voit quand même sur les réseaux sociaux, c'est un phénomène assez grave au Cameroun. Parce que beaucoup de jeunes filles prennent déjà pour modèle. Au lieu de prendre pour modèle ton parent, tu prends pour modèle quelqu'un que tu ne connais pas, que tu vois derrière un écran chaque jour. Et vous n'avez aucun lien, vous n'avez pas la même éducation, vous n'avez pas vécu les mêmes choses, vous n'avez pas de mêmes opportunités. Et c'est de là que part tout ça. Ok, merci pour ces quelques conseils adressés aux jeunes filles. Aurélie Agueba. Angesara Diemi, vous êtes une femme politique, oui. Le PCRN, ambition d'arriver au pouvoir, c'est l'un des objectifs des partis politiques. En tant que femme politique, conseillère culturelle au PCRN, en tant que jeune, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut que les autorités fassent ou que les jeunes à leur niveau fassent pour sortir de cette situation? La balle est dans notre camp. Quand je dis notre camp, je pense aux jeunes, nous-mêmes, à nos familles et ensuite aux
formation politique comme la nôtre, parce que du côté du gouvernement, je pense qu'il faut laisser tomber, il n'y a plus aucun espoir. La morale est piétinée à ciel ouvert et on n'a pas l'impression que ça émeut de ce côté. Donc, je reviens d'abord vers la jeunesse. Il faut avoir cette culture de se prendre en charge. Se prendre en charge n'est pas nécessairement balayer toute aide matérielle ou financière venant de sa famille. Se prendre en charge, c'est d'abord être moralement et puis psychologiquement bien constitué. C'est ce qui nous permet de tenir lorsque les opportunités semblent être floues, semblent ne même pas exister. Au niveau de notre formation politique, nous avons une offre que nous vulgarisons depuis novembre 2021, c'est le fédéralisme communautaire. En gros, c'est revenir à notre authenticité, à notre singularité, à notre particularité. Et dans ce sujet, je prends l'axe culturel. Revenons, souvenons-nous, parce que n'oublions pas que notre contact avec la modernité nous a perdus à certains égards. Souvenons-nous que dans nos sociétés traditionnelles, quand je dis sociétés traditionnelles, je pense aux sociétés qui ont existé avant la colonisation. Nous avions des modes de vie sociale et politique qui étaient propres nôtres et avec lesquels nous vivions en harmonie. Retournons à ce mode de vie où la sexualité est sacralisée, où la nudité n'est pas symbole de perversité. Parce que vous allez voir qu'il y a une certaine hypocrisie qui s'est installée malheureusement dans notre contexte. Vous voyez une jeune fille par exemple qui poste une photo à maillot de bain à la piscine sur ses réseaux sociaux. Vous allez voir un tollé général. Il va dire mais comment est-ce que vous postez ce genre de photos? Mais en fait c'est dans un contexte précis. Vous avez été victime de cela? Oui, effectivement, je parle de mon cas. Oui. Vous allez voir, et pourtant, moi je suis une bamoise par exemple. Une société où effectivement la tenue, elle est assez dénudée, assez... Mais vous allez dans les cultures ailleurs, même les peuples qui sont aujourd'hui musulmans, ce n'était pas avant la longue tunique ou le voile. Vous pensez qu'on va résoudre ce problème en embrassant la modernité mais en gardant l'authenticité? De toutes les manières, on ne peut pas se défaire de la modernité. Oui. Nous sommes dans un contexte où il faut s'ouvrir aux autres. En quelques mots maintenant, Ange Sarah, aux jeunes qui seraient tentés de publier leurs images. Une jeune fille qui est en relation avec un homme, l'homme lui dit, faut m'envoyer les vidéos. Qu'est-ce que vous dites à cette jeune fille ce soir? Je dis à cette jeune fille que il y a tellement de possibilités pour que ces photos, ces images, ces vidéos se retrouvent sur la toile. Même si ce n'est pas le conjoint en question qui les publie, ça peut être un ex jaloux, ça peut être une mauvaise manipulation, ça peut être, pour dire que ce n'est même pas toujours les auteurs de ces images-là qui les font fuiter. Alors imaginez l'envergure de toutes ces possibilités et arrêtez. Ne jamais se filmer dans des postures qui prêtent à équivoque. Parce qu'une fois que c'est fait, il y a aussi cette probabilité que ces images se retrouvent sur la toile. Donc sachons raison garder, vivons des relations, comme Aurélie l'a dit, si vous n'envoyez pas ces images, la personne en face qui vous aime, que ce soit un homme ou une femme, vous aimera et apprendra que vous ne le ferez pas, mais ça ne veut pas pourtant dire que vous n'êtes pas impliqué dans cette relation-là. Le fait d'envoyer les images de nudité ne sont pas les expressions de l'amour, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Merci en vous en tout cas pour ces quelques conseils. On a même déjà un peu dépassé le temps de cette émission. Rosine Yemele, vous êtes écrivaine psychologue. Qu'est-ce que vous pensez de façon concrète qu'il faut que les jeunes, le gouvernement, les aînés et toute la société doivent faire pour limiter et éradiquer ce phénomène de publication des images obscènes sur les réseaux sociaux? Bon, s'il faut dire ce que tout le monde va faire, on va peut-être dormir ici parce que le laxisme qui est constaté, vraiment que c'est grave. Le laxisme est aussi bien au niveau des autorités, au niveau de la famille, au niveau des parents, au niveau des jeunes eux-mêmes, donc c'est très compliqué. Moi, par contre, ce que je pense, c'est que au niveau du fonctionnement, on ne peut pas dire qu'on va rentrer encore au système d'avant. Mais ce qu'il y a à faire, parce que c'est ce qui fait le problème actuellement, c'est qu'on ne comprend pas l'ère dans laquelle on vit.
On ne comprend pas ce 21e siècle avec ses réalités. Parce que là, par exemple, si on dit on rentre ou bien qu'il faut éduquer, on va dire non, il faut bloquer le téléphone, il ne faut pas donner la tablette, il ne faut pas donner accès. Oh, ce sont nos réalités. Il y a des enfants de 12 ans qui ont la tablette, mais qui créent quelque chose. Par contre, il y en a qui ont la tablette, mais qui font autre chose. Oui. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Il faut qu'on comprenne dans quelle ère on se trouve. Savoir que, par exemple, les tablettes des enfants de 3 ans, dans la tablette d'un enfant de 8 ans, tu ne vas pas pouvoir voir ce contenu-là. Mais un parent va plutôt donner le iPhone, l'Android à un enfant de 8 ans. Mais comment est-ce que lui ne va pas donc voir ça là-dedans? Donc, voilà déjà le premier problème. Mais moi, je pense que c'est plus... Il faut chercher la bonne information. Parce que tout ça, pour moi, ça tourne autour de l'ignorance. L'ignorance, d'abord, du contexte socio-économique dans lequel on se trouve, pour dire l'ambiance mondiale. Nous, on ne comprend pas. J'ai l'impression que même le monde ne nous comprend pas parce que c'est des choses qu'on vit partout. Donc, il y a d'abord ça. Comprendre d'abord l'ambiance mondiale, le système dans lequel on se trouve. Donc, pour ça, il faudrait sortir l'ignorance. Maintenant, au-delà du système, il faudrait qu'en sortant de l'ignorance, qu'on apprenne les bonnes choses. Moi, il y a un truc que j'ai lancé pendant les congés au quartier Moussa. C'était des ateliers pour enfants, lecture, écriture, conte. Mais le clou du spectacle, c'était la découverte de métier. Parce que vous allez voir quelqu'un qui le fait, c'est parce que comme elle, bon, elle peut-être elle a dit elle voudrait être star de X. Ça veut dire ça, au moins elle a peut-être trouvé sa passion. Mais vous allez voir d'autres qui le font parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Mais maintenant, parce qu'à l'adolescence, le corps gratte, on commence à faire des vidéos et qu'on publie, on fait des choses. Oh, si on sait qu'il y a peut-être dans l'hôpital, il y a peut-être 25 postes, il y a 25 métiers à l'hôpital. On se dit, ok, moi je vais être médecin, je vais être infirmier, je vais être ceci. Si on sait qu'il y a la restauration qui embauche tel nombre de profils, si on sait qu'il y a l'écriture où on peut faire ceci, si on sait il y a ça. Apprenons les métiers aux enfants. Disons aux enfants qu'il y a des nouveaux métiers. Actuellement, j'ai envie d'aller dans les écoles pour dire, mais puisque je suis maintenant un peu dans le cinéma, vous allez voir que quand un enfant fait la A, on vous dit non, c'est là, on ne veut pas qu'il fasse la A, il est perdu, c'est pas ça parce que c'est qu'il va devenir. Mais aujourd'hui, avec les mêmes TIC que sont en train de critiquer, l'enfant qui a fait la A, il a tellement d'opportunités. Community manager, c'est une opportunité. Écrire des scénarios, c'est une opportunité. Écrire des livres, c'est une opportunité. Écrire des contes pour enfants, voilà tellement de choses qui manquent. Mais parce qu'on n'a pas l'information, on se tourne à faire du n'importe quoi. Donc, il y a d'abord ça. Il faut qu'on cherche à avoir la bonne information. Aussi bien le parent que le jeune. C'est l'information. Rosine, les jeunes doivent s'informer, chercher la bonne information. Plusieurs documentaires ont été publiés dans certains médias où on a vu comment certaines acteurs, actrices des films pornographiques ont souvent fini leur vie avec les cancers et les maladies souvent incurables. En tout cas, les jeunes, il ne s'agit pas d'une voie à suivre. On vous dit merci d'avoir été avec nous dans le cadre de ce programme. Ange Sarah Diemi, conseiller culturel au PCRN, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane. La fête de la Tabaski qui est aujourd'hui, la journée n'est pas encore finie. Aurélie Agueba, entrepreneur, maquilleuse professionnelle, merci à vous d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Je vous en prie, merci. Rosine Yemele, écrivaine, psychologue et bien d'autres casquettes, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Cette émission de la Tribune des Jeunes s'achève. Mesdames et messieurs, ont contribué à sa réalisation, à la mise en onde de Gérard Niat, conversion des affiches Junior Lonsi. Je n'ai pas dit gestion du digital parce que on nous a coupé la connexion internet aujourd'hui, malheureusement. Au micro de présentation, Jordan Joseph Mekon. Restez, mesdames et messieurs, en compagnie des programmes de Cities Radio. C'est la 99.3.